Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans cette émission Un candidat, un programme. Une émission du Conseil supérieur de la communication en partenariat avec la RTB. Ce soir, l'émission reçoit pour vous le candidat du parti Le Faso Autrement, Dr Ablassé Ouedraogo. Durant une heure de temps, nous allons nous entretenir avec lui sur son programme présidentiel. Nous parlerons donc de réconciliation nationale, de sécurité, aussi éducation, santé, économie, bonne gouvernance, sport et culture. Docteur Ablassé Ouedraogo, bienvenue dans cette émission spéciale Un candidat, un programme. Bonsoir et merci. Bonsoir madame. Bonsoir, docteur Ablassé Ouedraogo. Alors, je suis avec Céline Ilboudo pour conduire cette émission. Céline, bonsoir. Bonsoir, Albert. Docteur Ablassé Ouedraogo, le candidat du parti Le Faso Autrement. Et à vous, Céline. Docteur Ablassé Ouedraogo, dites-nous déjà quelle sera votre priorité au soir du 22 novembre si vous avez les clés de COSIAM en main. Je voudrais dire quelque chose de bien précis avant de répondre à votre question. Si Ablassé Ouedraogo a décidé de se porter candidat pour conquérir le palais de COSIAM, c'est tout simplement parce que nous sommes patriotes, nous avons l'amour pour notre pays et nous avons une vision de paix, une vision de prospérité que nous voulons faire vivre au Burkina Faso. C'est pour cela que, en nous portant candidat, nous voulons, et j'espère que le 22 novembre 2020 au soir, les Burkinabés me donneront donc les clés de COSIAM pour que j'apporte ma pierre à la construction donc de ce Burkina très beau que nous souhaitons. La première des choses, dès que je suis installé dans le fauteuil de COSIAM, je signerai le décret convoquant le forum sur la réconciliation nationale. Et je veux une réconciliation nationale qui est inclusive, qui est sincère et qui est ouverte. Pourquoi est-ce que je commence par la réconciliation nationale? Je considère, et tout le monde le vit aujourd'hui, le Burkina Faso a besoin de se réconcilier avec lui-même et les Burkinabés ont besoin de se réconcilier entre eux, tout simplement parce que nous sommes divisés. Et c'est parce que nous sommes divisés que nous n'arrivons pas à relever tous les défis, et ils sont nombreux, auxquels notre pays fait face. La première priorité donc que je viendrai donc à exécuter, c'est donc la convocation pour ce forum de la réconciliation nationale. Et je considère que c'est une impérieuse nécessité pour notre pays. C'est un impératif catégorique pour construire la nation, pour construire l'unité nationale. Et je le dis avec insistance, la réconciliation nationale se fera en plaçant la justice au cœur du processus. Tout simplement parce que nous avons besoin d'un pays qui peut se tenir debout. Nous avons besoin d'un pays uni, d'un pays fort. D'ailleurs, le Premier ministre Dabiré, et je le cite tout le temps, a dit dans son discours sur l'état de la nation au mois de février dernier que le Burkina Faso était une maison lézardée et c'est pour cela que les salamandres s'y engouffraient. Il a parfaitement raison. Il faut aller à la réconciliation nationale pour ressouder le pays et avoir un Burkina Faso uni pour pouvoir relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Alors, Ablassé Ouedraogo, vous commencez votre mandat par la signature d'un décret pour la convocation du Forum national où vous allez mettre donc la justice. La réconciliation va venir avant la justice? Je vous dis que pour nous, et nous l'avons développé avec la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, la CODER, que nous avons mise en place depuis le 16 octobre 2016, nous disons que la justice est au cœur du processus. Vous ne pouvez pas avoir une situation de réconciliation s'il y a manque de justice. Mais nous disons qu'il faudrait utiliser la justice transitionnelle qui tire donc ses fondements de nos valeurs et de nos traditions pour pouvoir régler le problème de la justice. Bien sûr qu'il y aura des cas pour lesquels il faudra faire appel à la justice classique. Nous disons que la justice classique ne peut pas régler tous les problèmes d'injustice de notre pays parce que les cas sont très nombreux et si on doit
utiliser la justice classique, nous avons pour au moins 1000 ans. Et comme vous le savez tous, la justice classique, elle est coûteuse, elle prend beaucoup de temps, elle amène la division, parce que ce n'est pas une justice où tous les parties prenantes se trouvent naturellement satisfaites quand on prononce le verdict. Alors que dans la justice transitionnelle, il y a la chance de donner à chaque partie de pardonner la partie d'en face et d'accepter donc de vivre ensemble. C'est ça la différence qu'il y a entre les deux justices. Alors, la sécurité est aujourd'hui une question vraiment préoccupante. Quelle solution le candidat Abdassé Ouédraogo peut-il apporter? Vous avez tout à fait raison. Depuis que le gouvernement Roch Kaboré, le gouvernement MPP est en place, les problèmes de sécurité n'ont fait que augmenter. Et si je me réfère au dernier rapport du Conseil économique et social, qui date du 25 août 2020, notre pays a enregistré plus de 2000 morts dus justement à l'insécurité. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons près de 1 million, plus de 1 million de personnes qui sont en situation de personnes déplacées internes. Et si c'est les populations qui ont besoin d'assistance humanitaire, le nombre avoisine les 3 millions. Avouez que en 5 ans, tomber d'une situation de stabilité, d'une situation de sécurité à cette situation-là, même si on ne veut pas dire la vérité, reconnaissons que le gouvernement Roch Kaboré a lamentablement échoué pour ce qui est de la sécurité. Et malheureusement, quand la sécurité ne marche pas, aucun développement n'est possible. Oui. Aucun investisseur ne peut venir et vous ne pouvez entreprendre rien de bon pour le pays. C'est justement ce qu'on vous demande. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la lutte contre l'insécurité? Le constat étant fait, le cadre étant fixé, nous voulons mettre donc le préalable de la réconciliation nationale qui amène l'unité nationale, qui amène la construction d'une nation forte. À partir de là, nous allons convoquer une commission de réforme des forces de défense et de sécurité pour replacer l'armée, pour replacer les forces de sécurité dans leur dimension normale pour défendre le territoire burkinabé. Bien sûr que quand vous touchez au problème de la sécurité, on ne peut pas tout dire sur un plateau de télévision, mais ce que je sais, il nous faut avoir une politique nationale de sécurité et de défense propre à nous. N'indiquons pas que quand vous êtes assis sur la natte du voisin, vous êtes assis par terre. Le gouvernement actuel base sa politique de défense et de sécurité sur l'extérieur, le G5 Sahel. En dehors de ça, dites-moi quelle action le gouvernement Roch Marc Christian Kaboré a entrepris pour combattre l'insécurité. Tout le monde sait, et c'est triste à dire, que dans le Sahel, le Burkina Faso est le ventre mou en matière de lutte contre l'insécurité. Docteur Abdassé Ouédraogo, on retiendra que pour vous, la lutte contre l'insécurité commence par l'unité nationale. Tout à fait. Alors, vous avez évoqué vous-même la question des déplacés internes. Le chiffre, il est quand même grand, élevé, tout à fait. Quel est votre plan aujourd'hui pour ces déplacés internes? Très simple à comprendre. La meilleure chose que vous pouvez faire pour ces compatriotes dans la souffrance, c'est de travailler pour que ces personnes-là retournent dans leur localité d'origine. Pour ce faire, il faut rétablir une situation de paix, une situation de sécurité sur toute l'étendue du territoire. Parce que comme je le dis, au jour d'aujourd'hui, il est démontré qu'un tiers du territoire national burkinabé est hors contrôle de l'État, du gouvernement. Et quand vous vous référez à la carte sécuritaire que le ministère français des Affaires étrangères de temps en temps met à jour. Mais qui parle français, pas au Burkina. Non, qui parle au monde entier. Et qui parle au Burkina Faso. Il n'y a que Bobo et Ouaga qui sont pour l'instant épargnés. Et moi j'ai dit, nos amis français se sont arrêtés en cours de route.
ils auraient dû peindre le président du Faso lui-même en rouge pour que les Burkinabés sachent. Est-ce qu'on ne dirait pas que vous êtes aussi pessimiste? Je n'ai pas de pessimisme, c'est un constat que les Burkinabés comprennent et sachent que notre pays est dans une situation d'insécurité telle que si on doit reprendre 5 ans de ce régime, c'est le Burkina Faso qui risque de disparaître. Mais dites-nous, pour vous, la lutte contre le terrorisme, est-ce qu'elle doit être seulement militaire, armée, ou faut-il envisager, comme d'autres le préconisent, la négociation avec les forces adverses? Ablassé Ouedraogo est un homme de dialogue. J'ai fait partie de nombreuses missions de médiation et de négociation pour la paix dans plusieurs pays. Je vous dis ici et maintenant, rien ne peut se régler si ce n'est pas autour d'une table. Vous pouvez faire la guerre même 1000 ans, 2000 ans. Vous finirez par venir vous asseoir pour signer. Du moment où vous dites que les terroristes ne sont pas identifiés. Le président Kaboré disait, je crois que c'est à Fada, que lui, il ne négociera jamais avec les terroristes. Il a dit quelque part aussi que ceux qui disent de négocier ça, c'est parce qu'ils le savent, ils les connaissent. Oui, mais je pense qu'il faut avoir de la retenue. Pour dire aussi vaillamment que je ne vais pas négocier avec les terroristes, mais c'est un danger qu'il expose. Il expose le Burkina Faso à un danger. Je vais vous dire une chose, monsieur Albert. Quand vous dites que vous ne négociez pas, je prends un exemple du Burkina. Ça, c'était dans les années 66. Notre papa, notre cher papa, Maurice Yamégo, premier chef de l'État, quand il était en bagarre avec les syndicalistes, et moi je me souviens comme si c'était hier, parce que j'étais au lycée Philippe Zenda Kaboré à l'époque, il a dit, il dit, la lance que j'ai plantée là, je ne l'enlève pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Joseph Ouedraogo sont rentrés dans le maquis, ils sont revenus. Ce n'est pas seulement la lance qui a été enlevée, c'est lui-même qui a été enlevé. Quand vous gérez un État, vous ne faites pas de tels, vous n'avancez pas de tels propos. Et je dis encore une fois que quand on dit que ceux qui veulent le dialogue, là, c'est parce qu'ils connaissent les terroristes. C'est pour cela que nous nous disons, faisons une conférence nationale inclusive, ouverte et sincère, qui englobe tout le monde, y compris ceux qui sont dans le terrorisme. Les terroristes qu'on attrape là, ils parlent peu, ils parlent mollet. Ne nous voilons pas la face, ce sont des Burkinabés. Amenez tout le monde, posez-leur la question. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous demandez? Publiquement? Vous savez, il faut sortir les terroristes des prisons pour les envoyer publiquement. Je suis expert en médiation. Si moi j'avais été à la place de Kaboré, Rochmal Christian Kaboré, ce problème-là aurait été résolu depuis longtemps. Vous n'avez pas besoin de négocier sous le soleil. Il y a du travail qui peut se faire souterrain, du travail souterrain, et on obtient les mêmes résultats que ce que l'on se donne comme objectif. J'ai dit, et je réponds à Céline, Ablassé Ouedraogo négociera avec tout ce qui peut apporter la paix au Burkina Faso. D'accord. Docteur Ablassé Ouedraogo, parlons de santé à présent. Qu'est-ce que vous ferez pour la santé de tous les Burkinabés? Est-ce qu'il faut changer le système sanitaire d'aujourd'hui ou bien il faut continuer à travailler avec ce système de santé qui existe? Vous savez, en matière de développement, on construit à partir de ce qui existe. Si vous prenez le volet santé, je suis au cœur du programme que nous avons appelé les 3B, qui est notre programme, qui s'intitule « Ensemble, les Burkinabés bâtissent le Burkina Faso ». Et nous disons que la principale richesse de notre pays, c'est le capital humain. Ce sont les femmes et les hommes. Et nous sommes 25 millions. Pour valoriser un individu et lui rendre la possibilité d'être autonome, c'est quand vous lui donnez la santé et la connaissance. Quand je prends le volet santé, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Quand vous faites une journée, 2 journées, 3 journées sans manger, sans boire, vous êtes malade. Vous devenez fou. Vous ne pouvez pas produire. Donc ça commence par là. Ce que nous allons faire, si nous prenons les rênes de ce pays, nous allons amener la santé au Burkinabé. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se fait. De leur assiette. Là où ils sont, nous apporterons la santé là-bas. Et quand je vois, nous construirons des centres de santé dans les déserts médicaux qui existent. Nous allons équiper les centres médicaux
nous allons former le personnel en qualité et en quantité, et nous mettrons le personnel médical au cœur du système médical, du système de santé de notre pays. Et je dis, malheureusement pour notre pays, le gouvernement actuel n'a pas l'air de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Ils viennent d'acheter ces ambulances. Écoutez-moi bien, Céline. Vous amenez des ambulances dans les campagnes. La durée de vie d'une ambulance, d'un véhicule, c'est combien? Surtout dans un pays où il n'y a pas de maintenance. Dans un pays où, pour avoir du carburant propre, c'est compliqué. Moi, au gouvernement, j'aurais dit, au lieu d'acheter les ambulances... Vous, en tant que président ou au gouvernement? Même au gouvernement. C'est-à-dire que si j'étais dans un gouvernement, c'est une équipe. Même quand vous êtes président du FASO, vous travaillez en équipe. Donc, les responsabilités sont au niveau du gouvernement. Moi, je l'entends comme ça. Je ne veux pas être... en tant que candidat, il n'y a pas... quelqu'un qui veut... Je suis chef d'une équipe. Mais je tiens compte de l'équipe. Et moi, dans l'équipe gouvernementale, je dirais, utilisons tout l'argent. Bon, c'est vrai que ça a profité à des compagnies comme Fidelis. Vous faites la publicité. Non, mais c'est là-bas qu'ils ont acheté. Oui, on va rester dans la vous n'avez jamais le problème de la mairie aussi. Les véhicules des maires, c'est tout ça, c'est Fidelis. On va rester dans la logique de l'émission. Mais écoutez, nous parlons au Burkinabé. Il faut que les Burkinabés sachent ce qui se passe pour faire le bon choix. Je dis que moi, j'aurais pris l'argent des ambulances là pour équiper les centres de soins dans les villages, dans les communes. Et là, au lieu que ce soit le patient qu'on amène dans un centre de grande taille pour ses soins, on le soigne sur place. Tout le monde est gagnant et on crée des emplois. Mais docteur, une ambulance est aussi une utilité. Je vais vous dire, madame. Est-ce que ça veut dire que si vous êtes président, les Burkinabés n'auront plus droit à des ambulances? Avant d'aller à l'achat des ambulances, équipons d'abord ce qui existe sur le terrain. Ne cherchez pas à faire comme d'autres pays qui ont un niveau supérieur de développement que nous. Pour moi, amenons la santé au Burkinabé, sur place. Et vous allez voir que le développement se fera de façon locale, de façon endogène. Et c'est ce qu'il faut. D'accord. On va parler d'éducation. Quelle est la place de l'éducation dans votre programme? Ensemble, les Burkinabés bâtissent le Burkina Faso. Vous savez, le plus bel héritage qu'un être humain peut laisser sur cette terre, c'est l'éducation qu'il laisse à ses enfants. Et pour nous, l'éducation est une priorité et il faut refonder l'école. Et je l'explique. Avant que le régime sortant n'arrive, au niveau du primaire, l'école était garantie dans le système du continuum à tous les enfants de la maternelle jusqu'à l'âge de 16 ans. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont arrivés ont encore introduit le concours d'entrée en 6e. Si vous n'avez pas réussi à ce concours, vous êtes obligé d'aller vers le privé pour payer et aller donc au secondaire. Ça veut dire que beaucoup d'enfants, beaucoup de petits Burkinabés sont mis hors de l'école de par la volonté donc du gouvernement. Mais les chiffres montrent que le peu d'éducation au Burkina Faso quand même croissant. Vous savez que la population a augmenté, nous sommes 25 millions aujourd'hui. Si vous avez une population de 10 millions et vous raisonnez comme vous faites, il n'y a pas de progrès. Et je dis, prenez le supérieur. Avec le système LMD, licence, master, doctorat. Quand vous avez la licence et vous voulez aller en maîtrise, en master, il vous faut impérativement avoir 12 de moyenne. En plus des 12 de moyenne, il faut passer un test pour aller donc en master. Mieux, il vous faut garantir le paiement de frais d'un montant de 300 000. Vous ne trouvez pas que ce sont trop d'obstacles pour dire que tous les Burkinabés sont égaux? Nous, nous disons, malheureusement, le gouvernement que nous avons en face ment. Il ment parce que quand vous écoutez le ministre Ouaro, il vous parle... Non, mais écoutez, laissez-moi m'exprimer. Je suis là pour parler au peuple. Quand vous prenez le ministre de l'Éducation nationale, quand il parle de l'école, il vous dit, nous avons construit, les sons dit 300 classes. Quand il dit on a construit 300 classes, dans la tête des gens, c'est comme si c'était 300 écoles. Divisé 6
chaque école, c'est 6 classes. Vous divisez 300 par 6. Vous vous retrouvez à 50 écoles. On n'a pas progressé. Nous disons qu'il faut qu'on travaille pour valoriser le capital humain, parce que c'est la seule vraie richesse que nous avons. Le capital humain, on est d'accord, il est au cœur de tous les programmes présidentiels. Le capital humain, on est d'accord avec vous. Maintenant, il y a un autre sujet qui est très important aussi, fondamental, c'est la question de la formation professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, ils sont d'accord, plusieurs candidats pensent qu'il faut tendre vers la formation professionnelle. Et même les électeurs souhaitent avoir des centres de formation dans leur zone, dans leur localité. Ablassé Ouedraogo, quelles sont vos politiques ou quelle est votre politique en matière de formation professionnelle? J'ai dit qu'il faut refonder l'éducation. Il faut refaire les programmes de formation. Le Burkina Faso a moins besoin de l'enseignement général de nos jours que de l'enseignement technique. Il faut créer des centres de formation professionnelle, des centres de formation de métier, dans tous les domaines de production. Et une fois que vous donnez dès le bas âge, on peut même le commencer à l'école primaire, le goût à l'enfant de travailler avec ses 10 doigts, ce monsieur-là, quand il aura l'âge de rentrer sur le marché du travail, il n'aura pas de difficultés, tout simplement parce qu'il est habitué. Et je vous dis, à un être humain que vous donnez la santé, que vous donnez la connaissance, c'est-à-dire un métier, ce monsieur-là n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un le recrute. Et le problème du chômage sera résolu. Et l'avenir du pays aura de belles perspectives. Soyons francs et clairs. Aujourd'hui, l'enseignement qui est donné là ne correspond pas. Et d'ailleurs, la problématique du chômage, c'est dû au fait qu'il n'y a pas de concordance entre les produits de la formation et les besoins de l'emploi sur le terrain. Il faut travailler à ce qu'il y ait une harmonisation des besoins et des produits donc de la formation. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous allez proposer de façon concrète pour que le plus grand nombre de Burkinabés puissent avoir accès à de l'eau potable? Vous savez, l'eau, c'est la vie. Le Burkina Faso est un pays sahélien qui a des problèmes d'eau. Malheureusement, c'est ce qu'on constate tous les jours dans la pratique. Mais ce qui est heureux, c'est que le sous-sol du Burkina Faso contient beaucoup d'eau. Et je dis que nous, au commandement donc du Burkina Faso, à la direction du Burkina Faso, nous ferons en sorte qu'il y ait l'eau dans tous les villages. Et il y a des possibilités, il y a des technologies. On peut faire des forages, on peut faire des mini-barrages. Mais, Madame Ilboudo, je vous dis une chose. Il ne faut pas aller imposer ces programmes-là aux populations. Allez écouter les populations, demandez-leur ce qu'elles veulent pour elles-mêmes. Et le pouvoir public les accompagne. C'est sûr qu'elles veulent l'eau potable. Si elles veulent l'eau potable, elles vont vous dire, nous voulons un barrage, nous voulons un grand puits, nous voulons un forage. Et puis, vous leur donnez satisfaction. Ce sont elles-mêmes, ces populations-là, qui vont assurer la maintenance donc, de ces ouvrages. Et c'est comme ça que le développement doit se faire. Il faut aller de la base au sommet. Au jour d'aujourd'hui, nous continuons de fonctionner comme en 1960. Ce sont des bureaucrates qui sont assis dans des bureaux climatisés et qui décident pour les pauvres paysans dans les campagnes. Il faut arrêter ça. Aujourd'hui, tout le monde a les yeux ouverts. Tout le monde sait ce qu'il veut. L'État doit comprendre, le pouvoir public doit comprendre qu'il est là pour accompagner les populations dans la satisfaction de leurs besoins. Et qu'en est-il de l'électricité, vu que beaucoup de localités sont toujours dans l'obscurité au Burkina? Mais c'est le même problème, Madame Ilboudo. Si vous demandez aux populations, vous voulez de l'électricité, voilà les conditions pour avoir l'électricité. Ils vont vous dire, aidez-nous en faisant ceci, ceci, nous allons contribuer en faisant cela. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc vous voulez un problème d'approche. C'est l'approche. Il faut être participatif. Il faut accepter de comprendre que ceux qui sont devant vous là et qui sont dans le besoin réfléchissent comme vous. Parce que l'air qu'on respire là, c'est la même air. Personne n'a plus de 2 trous de narine.
On est tous les mêmes. À Blassé Ouedraogo, il y a le monde rural qui aujourd'hui constitue une grande partie de la population burkinabé. 85%. Tout à fait. Qui également attendent aussi le message que vous êtes en train de livrer. Ils ont besoin de savoir qui est le candidat qui a le bon programme pour mieux choisir le 22 novembre à venir. Qu'est-ce que vous prévoyez faire en termes d'agriculture pour ces paysans qui vivent de ça, et même le Burkina, parce que ça contribue fortement au développement du Burkina? Je suis tellement à l'aise pour répondre à cette question, étant moi-même du terroir agricole. Je suis fils de cultivateur. Moi, je sais cultiver avec la daba. J'ai fait ça. Quand je vais en campagne, je mesure la dureté du travail que ces braves paysans endurent tous les jours. Moi, à Kossiam, je laisserai le contrôle de la filière agricole et de l'élevage aux principaux acteurs, c'est-à-dire aux paysans. Et nous les accompagnerons encore une fois en mettant à leur disposition les technologies modernes, écologiques. Nous mettrons à leur disposition les intrants. Nous mettrons à leur disposition la connaissance pour améliorer les produits donc, de leurs efforts. Et je dis, modernisons l'agriculture. Et quand je dis de moderniser, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Aller encore sur le terrain, discuter avec les paysans, ils savent ce qu'ils veulent pour améliorer la productivité, ils savent ce qu'ils veulent pour améliorer donc leurs conditions d'exploitation au niveau rural. Moi, j'ai envie d'ajouter cette question, Céline, si vous me permettez. Vous avez fait le haut niveau en tant que directeur adjoint de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, la question du coton également est une question qui occupe presque beaucoup de pays. Le Burkina Faso a perdu, on va dire, sa première place à l'époque. Et progressivement, le gouvernement travaille à ramener cette fierté-là d'antan pour que les populations burkinabées, ceux qui cultivent le coton, puissent véritablement profiter de ce secteur-là. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous proposez aux paysans burkinabés pour relancer la filière coton qui est en train de perdre sa vitesse? Malheureusement, l'or blanc a perdu du terrain. Vous savez, quand vous parlez de coton, je suis celui à l'OMC, et j'étais directeur général à l'époque, qui est bataillé pour que la question du coton soit prise en compte. Et je me souviens que quand on faisait les négociations, nous avons conseillé aux Africains, le C5, c'est comme ça qu'ils les appelaient, les 5 pays, grands producteurs de coton, de s'aligner avec le Brésil. Parce que nous étions sûrs que les arguments qu'avançait le Brésil allaient triompher. Malheureusement, certains chefs d'État africains des pays producteurs de coton n'ont pas voulu comprendre et ils se sont mis à l'écart des discussions, à l'écart de la bagarre. Mais aujourd'hui, comment le Burkina peut j'arrive. Sa manière et quand le Brésil a gagné son combat à l'OMC, nous, les Africains qui n'avons pas voulu nous joindre à cette démarche, on n'avait que nos yeux pour pleurer. Et c'est ça qui continue aujourd'hui. Le problème du coton, c'est parce qu'on ne le transforme pas localement. Sur la production du Burkina Faso, à peine 5% sont consommés au niveau national. Tout le reste, c'est évacué à l'extérieur et ça revient sous la forme de friperie, sous la forme de tout ce que vous voulez. Et nous, on consomme. Il faudrait qu'on comprenne que si on veut se développer, et ça c'est l'économiste qui parle, il faut qu'on travaille à consommer ce que nous produisons. Et pour consommer ce que nous produisons, il faut d'abord produire. Et pour produire, prenons le courage à 2 mains. Regardons quelle est la production qui est la plus réussie dans nos pays. Et pour le Burkina, c'est le coton. Et implantons des usines qui peuvent alimenter les pays de la sous-région où il n'y a pas de coton. Mais au lieu de faire ça, la facilité c'est de dire la Sofitex exporte tant de machines. On va continuer à vivoter comme ça. Et pour que le coton survive, il faut que les partenaires, les bailleurs de fonds continuent à assister cette filière. Pendant combien d'années nous allons rester dans cette dynamique-là? Nous allons disparaître.
Puisqu'on parle déjà d'économie, le Burkina Faso est aujourd'hui un pays minier. Alors dites-nous quelles solutions vous avez pour une très bonne répartition de ces ressources minières-là. Je vais vous le refroidir, madame. Les ressources minières du Burkina, là, c'est petit si on regarde à ce qu'il y a dans d'autres pays. Quand je dis je vais vous refroidir, l'indice du développement humain du PNUD, et le rapport vient de sortir, classe notre pays, le Burkina Faso, à la 183e place sur 189 pays. C'est-à-dire que si on doit aligner dans le sens inverse, au niveau de la pauvreté, le Burkina est classé 6e parmi les plus pauvres. C'est une performance, ça. Les mines, là, on ne peut pas bâtir un programme de développement à partir du secteur minier. Parce que le secteur minier, c'est quelque chose d'incertain. Personne ne peut vous dire, sous cette terre-là que je suis en train de creuser, je dispose de combien de tonnes. Donc vous n'avez pas de politique en matière de mines. Il y a des pays quand même qui sont développés. Des gens citent le Botswana, qui est un exemple. Moi, je connais le Botswana. L'Afrique du Sud. Je suis allé au Botswana, j'ai regardé ce qu'ils font. Mais vous parlez du Burkina Faso, non? Oui. Nous, on n'est pas aussi bien nantis que le Botswana. C'est pour cela que je vous dis, le secteur minier, c'est ce qu'il y a de plus aléatoire en matière de développement. C'est-à-dire que si vous voulez compter sur la manette secteur minier pour construire le développement, vous vous trompez de route parce que vous ne savez pas où vous allez. Vous n'avez pas de politique en matière de mines? Non, j'ai dit le secteur minier, le secteur des mines va contribuer autant que faire se peut à la construction de l'économie de notre pays. Mais je dis, fondamentalement, si vous voulez faire du développement durable, pour le Burkina Faso, c'est l'agriculture et l'élevage. Okay. Et c'est là que nous sommes, j'allais dire, c'est ce que Dieu nous a donné. Alors donc vous allez bâtir l'économie burkinabé sur l'agriculture et l'élevage. Mais vous n'avez pas le choix. 85% de la population vivent de l'agriculture et de l'élevage. Une autre question, c'est de savoir quelle est votre politique fiscale. Vous savez, malheureusement, on est dans un pays où les revenus de l'État sont essentiellement garantis par les revenus de la fiscalité. Vous ne pouvez pas faire autrement que ce qu'ils font si vous voulez compter sur vos propres forces pour construire le développement. Donc, certainement que je ne vais pas appuyer sur l'accélérateur pour tuer la poule aux œufs d'or, mais malheureusement, la situation économique de notre pays, les potentialités de notre pays nous condamnent, et je pèse le mot, nous condamnent à avoir une politique fiscale vigoureuse. Sinon, on ne peut pas payer les fonctionnaires. Et comment vous allez élaborer sinon, on ne peut pas financer la santé, sinon on ne peut pas financer l'école. Est-ce que vous allez prélever? Vous savez, moi, je ne suis pas fiscaliste. Et un chef d'État est un chef d'équipe. Les fiscalistes qui comprennent le dossier me diront ce qu'il faut faire. Et c'est moi qui déciderai. Mais vous êtes candidat à la présidentielle et vous n'avez pas votre politique fiscale à ce jour. Vous savez, vous allez attendre d'être élu avant de trouver l'équipe qui va vous savez, je vous ai dit ce que je pense de la fiscalité dans mon pays. Moi, je suis un homme pragmatique. Je ne suis pas là pour tromper qui que ce soit. Je vous dis ce que je ferai. Ablassé Ouedraogo, ancien ministre des Affaires étrangères, économiste de formation également, oui, avec ce bagage que vous avez eu au niveau des institutions internationales aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de dire voici la politique fiscale. Ne me forcez pas à dire... Est-ce que ce n'est pas une faiblesse pour vous? Non, absolument pas. Ne me forcez pas à dire ce que je ne vais pas faire. D'accord. Ce que je sais, je trouverai les moyens pour que notre économie soit irriguée financièrement de l'intérieur. On va avancer. Hein. Dans votre programme, vous envisagez la réduction du train de vie de l'État. Quand vous dites ça, à quoi vous pensez? Est-ce qu'il s'agit de supprimer des institutions? Ou comment vous comptez élaborer tout ça? Vous me donnez l'occasion de préciser que dans le programme Ensemble les Burkinabés bâtissent le Burkina Faso, nous avons 5 grands chantiers pour 5 ans. Le premier des chantiers, on l'a rapidement couvert, c'est la réconciliation nationale. Le deuxième, c'est ramener la paix et restaurer la sécurité.
Le troisième, c'est la relance de l'économie et l'installation du développement durable. C'est ce que j'ai expliqué à partir donc du capital humain. Le quatrième chantier, c'est la réforme administrative et institutionnelle. À quoi cela consiste? C'est simplement de dire, encore une fois, je fais appel à des experts qui viennent regarder, scruter chaque institution, présidence du FASO, primature, Assemblée nationale et ainsi de suite. Et les rapports de ces experts nous diront ce qu'il faut faire pour améliorer le fonctionnement de ces institutions. Les experts qui viennent d'où? On peut en trouver au Burkina Faso ici. Et si j'ai besoin d'une expertise qui va me rassurer, je la prendrai là où il y a. Je n'ai pas de complexe à cela. Moi-même, j'ai été expert et j'ai servi d'autres pays. Et je termine. Un audit de l'administration. Il faut. En fait, la troisième, enfin, si j'avais donc 3 priorités, donc le 5e axe, et puis je viens dessus, le 5e chantier, c'est le rayonnement international du Burkina Faso. Et je sais de quoi je parle. La diplomatie. Parce que le Burkina Faso, tel que je vous l'ai décrit plus haut, 183e sur 189, ne peut pas se passer de partenariat extérieur. Et pour que les partenaires viennent, il faut que nous créions un environnement à mesure d'attirer les investisseurs, à mesure de permettre à la production de se réaliser. Donc, je dis que nous, avec ces 5 grands chantiers, en 5 ans, c'est réaliste, c'est faisable. Et nous allons considérer les 5 ans là comme une période de transition. Ça veut dire que vous êtes encore pour l'aide, hein, l'aide qui vient de l'extérieur. Vous savez, on ne peut pas se passer de l'aide. C'est pour cela qu'il y a la communauté. Vous savez, quand on parle de communauté internationale, oui, on pense à la solidarité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ont réussi quand même à se dépasser de la solidarité internationale. La Malaisie, par exemple, je sais. La Corée du Sud, par exemple, je sais. Mais un pays comme le Burkina, classé 183e sur 189, selon l'indice du développement humain, vous pensez qu'on peut tout seul se redresser? Non, il faut appeler les autres. Mais quand vous faites appel à l'extérieur, c'est vous qui gardez le contrôle de la dynamique que vous voulez propulser. C'est comme ce qu'on dit en image, vous êtes le chauffeur et le partenaire est assis à droite. Et ça... Sauf que dans le cas du Burkina, on voit que le plus souvent le partenaire contrôle celui qui reçoit. C'est parce que c'est qui... Est-ce que vous allez réussir à faire la rupture? Écoutez, moi j'ai fait la coopération internationale. Je sais ce que c'est qu'un partenariat. Il faut... Et j'ai été ministre des Affaires étrangères. Vous savez, ça n'a pas été toujours simple. Je vous donne une illustration. En 1998, on veut organiser le sommet de l'Organisation de l'Unité africaine. On n'avait pas de salle de réunion. On négocie. On va voir nos partenaires français qui devaient organiser aussi le sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et de France. Nous disons, nous voulons une salle de conférence. La France nous envoie une mission ici. Premier contact. Celui qui dirigeait la mission, j'ai eu la chance, quand j'étais représentant du PNUD à Brazza, lui, il était ambassadeur de France. Donc, on se connaît. Il arrive, on commence la conversation, on aborde le sujet. Il me dit, ah, monsieur le ministre, vous savez, nous pensons que on va rénover la salle de conférence de l'UEMOA, ça sera suffisant pour ce sommet. Et nous, on avait une autre ambition, organiser le sommet de l'OUA. J'ai dit à mon collègue, au lieu de l'appeler monsieur le représentant spécial, j'ai dit, bon, monsieur l'ambassadeur, écoutez-moi bien. Avec ou sans Paris, et je veux que vous le répétiez au Quai d'Orsay et à l'Élysée, le sommet là va se faire à Ouara 2000. Et j'ai dit, la séance est levée. Et je vous souhaite une bonne journée. Et ça s'est réalisé. Et au fur et à mesure qu'on a discuté, on a réussi à convaincre les Français et ils nous ont accompagnés dans la mise en place du centre de conférence et de toutes les infrastructures qu'il y a autour. Les gens, c'est-à-dire qu'en matière de partenariat, quand vous allez négocier, sachez ce que vous voulez obtenir. Vous pouvez être ferme en étant courtois et poli. On arrive toujours au résultat que l'on recherche. D'accord. Alors, on va poser une autre question. Cette fois-ci, c'est la corruption.
c'est quand même un mal qui gangrène la société burkinabé depuis des années. Je crois que sous la transition, des lois ont été adoptées pour essayer de voir comment freiner la corruption, mais ça continue toujours. Qu'est-ce qu'Ablassé Ouedraogo propose? Vous savez, vous mettez le doigt sur un problème, c'est un fléau. Et aujourd'hui, la corruption est devenue un effet, c'est devenu même comportemental, c'est-à-dire que c'est devenu même culturel. Aujourd'hui, il n'y a pas ce secteur-là où on ne peut pas dire qu'il y a de la corruption. Nous disons que les lois, c'est bien, mais malheureusement, vous ne combattez pas efficacement la corruption en édictant des lois. Ce qu'il faut faire, il faut éduquer, il faut sensibiliser. Sensibiliser veut dire, ok, mettez dans la tête de tous les Burkinabés que le travail pour lequel ils sont payés là, ils doivent le faire. L'autre chose aussi, c'est de leur dire que le bien public là, qui appartient à tout le monde là, tout le monde doit le protéger. Donc, on sensibilise et on éduque. Mais si vous voulez éradiquer le mal, c'est augmenter les revenus de tout le monde. Parce que comme on dit, la chèvre broute là où elle est attachée. Et quand les gens regardent ceux qui sont au sommet, comment ils se comportent, ils ont envie de vivre comme ceux qui sont au sommet. Malheureusement, les moyens mis à leur disposition ne leur permettent pas donc de faire comme ce qu'eux ils ont envie d'imiter. D'où la nécessité de racketter, d'où la nécessité, j'allais dire, de piller même. Parce que quelquefois, on force les gens à donner de l'argent pour obtenir un service qui, normalement, devait être fait parce que vous avez un salaire que vous gagnez à la fin du mois. Donc, j'ai dit encore une fois, c'est un fléau, c'est devenu comportemental, c'est devenu culturel. C'est la volonté de tout le monde qui peut faire éradiquer la corruption. Mais je dis encore une fois, pour l'éradiquer, travaillons à augmenter les revenus pour tout le monde. On a aussi le Front social qui est souvent en ébullition. Comment vous comptez mener vos rapports avec les partenaires sociaux? Très très simple, Madame Ilboudo. Encore une fois, le dialogue. Vous savez, les syndicalistes, là, ils travaillent pour tous les Burkinabés. Ce n'est pas seulement pour eux, ils travaillent pour tous les travailleurs burkinabés. Et moi, je les félicite parce que grâce à eux, les travailleurs, les Burkinabés ont des conditions de vie, des conditions d'existence qui s'améliorent au fil de leurs revendications. Ce qu'il faut faire, c'est maintenir et développer le dialogue avec les syndicalistes. Vous avez dans votre caisse 100 francs. Les syndicalistes disent augmenter les salaires des fonctionnaires. Vous les appelez, vous dites voilà, la situation ce soir-là nous indique que notre caisse contient 100 francs. Des 100 francs, voilà ce que nous voulons faire. Vous voyez qu'on ne peut pas vous donner satisfaction. Si vous voulez, on vous donne satisfaction, et puis tout le monde est bloqué. Moi, je vous conseille, comme nous appartenons au seul et unique territoire qu'on appelle Burkina Faso et que personne ne va fuir du Burkina Faso, travaillons ensemble à augmenter les 100 francs là pour que ça devienne 150 francs ou 175 francs. Et là, il y aura la possibilité de vous donner l'augmentation que vous donnez. Et vous pensez que ça sera vraiment suffisant pour calmer? Vous savez, s'il y a un peuple qui est très compréhensif sur cette terre, s'il y a un peuple qui est très tolérant sur cette terre, c'est bien le peuple burkinabé. D'ailleurs, vous pouvez prendre l'histoire du Burkina Faso. Il y a des lignes rouges auxquelles personne n'a jamais franchi. C'est pour cela qu'on n'est jamais tombé dans la catastrophe. Quand le moment de la décision vient pour l'avenir du pays, tout le monde se ressaisit. Et moi, je dis, félicitons les syndicalistes pour ce qu'ils font. Ils ne le font pas seulement pour eux-mêmes, mais c'est pour tout le Burkina Faso. Parce que si les revenus sont améliorés, ce sont toutes les familles des Burkinabés qui en profitent. Combien de personnes un fonctionnaire draine derrière lui? C'est tout le monde. Félicitons le travail des syndicalistes, développons le dialogue avec eux,
Parlons avec eux et vous allez voir que on peut tout régler. La compréhension. Les Burkinabés ne sont pas difficiles. Alors, une autre question, c'est la culture. Un pays de culture, un pays très riche en matière de culture, mais vu par beaucoup de Burkinabés comme un potentiel qui est très peu exploité, ou mal exploité d'ailleurs. Qu'est-ce que Ablassé Ouedraogo prévoit en termes de culture, de développement culturel pour le Burkina Faso? Alors, je suis content que vous ayez amené ça. Vous savez, si vous voulez parler de développement, mettons la culture au centre. Et j'ai dit que quand vous savez d'où vous venez, vous pouvez vous projeter sur le futur. Et c'est important d'avoir une culture qui est vivante parce que ça développe, ça génère beaucoup de choses. Si vous prenez le monde culturel ici, regardez tout ce que le Burkina Faso, tout ce que les Burkinabés engrangent. Prenez le festival du cinéma. Oui, qu'est-ce que vous allez faire pour aller encore, parce qu'on peut dire que ça existe déjà, mais qu'est-ce que vous allez faire pour qu'on puisse aller au-delà de ce qu'on connaît? Non, ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire autrement? Voilà. Vous voyez, je suis fier de vous, madame. Parce que votre parti, c'est de façon autrement. Mais nous nous demandons justement de faire autrement. Vous savez, le potentiel existe. Mais encore une fois, pour consommer les produits de la culture, pour consommer les produits de l'artisanat, il faut créer un environnement favorable. D'abord pour la production et ensuite pour la consommation. Aujourd'hui, quand on regarde la situation de notre pays, personne, en tout cas pas ceux de l'extérieur, ne sont excités pour venir ici. La bonne publicité qu'on fait au Burkina Faso tous les 48 heures, c'est d'écouter sur la radio, on a tué ici, on a fait des choses macabres. Docteur, attendez. Oui, donc, en fait, tant que vous ne pouvez pas aller faire... dans le même sens que vous, oui. Pour aller dans le même sens que vous, des gens, beaucoup de personnes disent que le ministère de la Culture, c'est le parent pauvre de tout le gouvernement, et de tous les gouvernements d'ailleurs qui ont été constitués au Burkina Faso. L'ancien ministre de la Culture, que vous connaissez très bien, Mamadou Ouedraogo, a souhaité lors d'une rencontre que le ministère de la Culture soit érigé en ministère d'État. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, je vais vous dire une chose. Pour avoir appartenu à un gouvernement, je sais que le portefeuille ministériel, ça c'est seulement l'enveloppe. Ce qui est important, c'est le contenu du ministère, du département. Et ça, c'est le responsable, le premier responsable qui sait ce qu'il faut imprimer. Le ministère de la Culture ne peut pas être le parent pauvre. C'est celui qui dirige, le ministère là, qui doit se battre pour obtenir les moyens au niveau du gouvernement. Vous savez que le budget de l'État est discuté au niveau du gouvernement avant que ça ne soit transmis à l'Assemblée nationale pour l'adoption. Mais que le ministre se batte pour faire de son département quelque chose de très, très, j'allais dire, attirant. Mais si vous êtes ministre de la Culture, ce qui vous intéresse, c'est vous allez vous asseoir quand il y a des, comment on appelle, des concerts ou des machins, vous n'allez nulle part. Vous n'allez nulle part. C'est comme le sport. Un ministre des Sports, ça doit être quelqu'un de très actif, qui doit être près des acteurs du sport, qui doit comprendre comment les sportifs souffrent. C'est la même chose pour la culture. Un ministre de la Culture doit comprendre les souffrances d'un chanteur, doit comprendre les souffrances d'un artisan qui est en train de tisser le chapeau de saponnet. Ils ne savent pas, ils ne le font pas. Tout simplement parce qu'ils ont le complexe de dire mon ministère est le parent pauvre. Non. Si vous dites que le ministère est le parent pauvre, mais vous allez mourir. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de vous dans le domaine du sport aussi? Non, vous savez, en 98, nous avons organisé la Coupe d'Afrique des Nations de football ici. Si je refais l'histoire de cet aboutissement, malheureusement, on n'a plus assez de temps. On n'a plus assez de temps. Tout à fait. Donc, vous comprendrez que le ministère des Affaires étrangères a contribué énormément à la réussite donc de la CAN ici. Moi-même qui suis sur votre plateau, je suis ceinture noire de judo. Donc je pratique. Le sport, ça permet d'équilibrer l'être humain. Et on devrait inciter tous les Burkinabés à faire du sport, même si c'est à minimum. Et vous savez que les sportifs,
Il n'y a pas meilleur ambassadeur d'un pays qu'un sportif. Aujourd'hui, nous avons le sauteur de triple saut. Chaque fois qu'il apparaît sur les... Comment on appelle Fabrice Zongo. Mais c'est la fierté du Burkina. Et il met le drapeau. Travaillons à ce que le sport soit représentatif. Travaillons à ce que tout le monde ait le goût du sport. On peut vulgariser ça. D'accord. Docteur, c'est vrai, on tire vers la fin, il nous reste quelques minutes, mais on va parler quand même de transport, parce qu'aujourd'hui, on a vu que très bientôt, en janvier 2021, c'est une autre société qui va prendre la compagnie Air Burkina. Alors, en plus de ça aussi, il y a le bitume, les infrastructures qui posent problème dans certaines régions du pays. De façon succincte, est-ce que vous pouvez nous dire votre politique en matière de transport? Il faudrait accepter de reconnaître que le Burkina pêche au niveau donc des infrastructures routières. Nous sommes un pays enclavé. D'aucuns pensent que c'est un handicap. Non, c'est une opportunité pour notre pays. Si je prends par exemple la compagnie Air Burkina, Air Burkina peut gagner beaucoup en faisant de Ouaga un hub. Hub, ça veut dire que tous les passagers qui veulent aller dans les autres destinations viennent ici, parce que nous, on est central. Et nous, on se charge de les convoyer dans les autres destinations. On peut développer Air Burkina. Moi, je sais que quand nous étions au gouvernement, on avait pris des contacts avec Air Maroc, la Royal Air Maroc, qui devait nous donner des Boeing 737 pour pouvoir assurer donc, dans notre flotte, pour assurer donc les activités d'Air Burkina. On a laissé tomber. On a préféré aller prendre d'autres arrangements. Aujourd'hui, les Fokker 28, qui étaient nos propriétés, ont disparu. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous aurez fait autrement? Tout à fait. Comment? Je reprends en main Air Burkina, parce que c'est une compagnie qui a toutes les chances de rayonner, de par le sérieux de son personnel. Et puis, Air Burkina, quand même, a fait la démonstration, de par la ponctualité qu'elle garantit. Air Burkina est une compagnie exemplaire, tout au moins dans la sous-région. C'est une compagnie, si on se met à leur donner un peu d'appui, qui peut repartir. Les routes, nous sommes un pays enclavé. On ne peut rien faire en matière de développement si vous n'assurez pas l'écoulement, vous n'assurez pas des débouchés. Et pour les débouchés, il faut construire les routes. Et c'est pour cela que nous disons, nous allons mettre l'accent sur les routes. Et comme nous disons que le développement doit se faire au niveau local, chacun doit rester dans son village pour qu'on amène le développement, pour qu'on amène la santé, il faut bien développer les routes. Albert, une dernière question au candidat Blassé Ouédraogo, si vous me le permettez. Si vous êtes élu président du Faso, quelle pourrait être la configuration de votre premier gouvernement, vu que vous parlez de réconciliation, qui est d'ailleurs votre priorité? Vous savez, moi, je ne préjuge de rien. Je sais que si je suis dans le fauteuil de président du Faso à Kosiam, au soir du 22 novembre, je ne mettrai pas plus d'une semaine pour avoir un gouvernement. Et quand je dis une semaine, c'est la désignation du Premier ministre et la désignation des membres du gouvernement. Et je n'ai pas besoin d'un gouvernement pléthorique. J'ai besoin d'une équipe, une véritable équipe. Le gouvernement, là, ce n'est pas fait pour les petits copains. Le gouvernement, c'est fait avec des gens, des patriotes, qui ont à cœur de faire bouger les choses au Burkina Faso. Et une vingtaine de ministres, c'est largement suffisant. Alors, on va parler aussi de diplomatie. Vous vous connaissez très bien d'ailleurs, en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, quelle politique il faut développer au niveau de la diplomatie? On a vu le Burkina qui a rompu avec la Chine-Taïwan, qui a repris avec la République populaire de Chine, qui a créé une polémique aussi à certains niveaux. En plus de ça aussi, on a vu le rapprochement du Burkina Faso avec d'autres pays. Certains ont dénoncé aussi des formes de coopération, notamment dans le cadre militaire. Et il y en a encore d'autres greffes contre la diplomatie burkinabé, le gouvernement qui est en place. Qu'est-ce que vous, à Blassé Ouédraogo, vous ferez pour une autre diplomatie burkinabé? Vous savez, le 5e grand chantier de notre programme des 3AB, c'est comment restaurer le rayonnement international de notre pays. Très simple à faire.
au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas comme il y a 20 ans, il y a 25 ans. Vous avez des technologies de communication partout. Moi, je ferai une revue de toutes les ambassades qui existent aujourd'hui. Et je fermerai les ambassades qui ne sont pas nécessaires. Une autre chose que je ferai, et que tout le monde l'entende, les ambassades là, ne peuvent pas être un dépotoir. C'est-à-dire que quand on ne sait pas où mettre quelqu'un, on l'envoie en ambassade. Non. On va en ambassade pour produire pour le pays. Nous allons faire le nettoyage au niveau donc de nos missions diplomatiques. Et nous fermerons certaines missions diplomatiques. Vous voulez faire comme le et le peu de missions que nous allons conserver, on leur met à disposition les moyens, les ressources humaines compétentes, les ressources financières nécessaires pour qu'ils travaillent à mobiliser des ressources financières pour notre pays. Il ne faut pas être complaisant. C'est d'ailleurs pour cela que Ablassé Ouedraogo est candidat. Parce que nous avons le sens de l'intérêt supérieur dans notre façon de faire. Le peuple d'abord et nous après. Alors, Ablassé Ouedraogo, on nous signale qu'il reste 1 minute. Cette minute, on va vous la consacrer. C'est bien entendu par rapport aux électeurs qui vous ont certainement suivi tout au long de cette émission-là. S'il y a un défi à relever tout de suite, ce serait lequel? La réconciliation nationale. Donc, on suppose que vous commencez votre émission avec la réconciliation nationale, votre programme présidentiel. Vous terminez également avec la réconciliation nationale. Tout simplement parce que les Burkinabés ont besoin d'être ensemble. Nous avons besoin de vivre ensemble. D'accord. Merci beaucoup, Dr Ablassé Ouedraogo. Merci, Dr Ablassé Ouedraogo. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Un candidat, un programme, c'est la fin de cette émission. Nous recevions aujourd'hui Dr Ablassé Ouedraogo. Il est le candidat du parti Le Faso Autrement. Tout le plaisir était pour Céline Ilboudé et moi de vous présenter cette émission du Conseil supérieur de la communication en partenariat avec la RTB. Merci beaucoup à vous, Dr Ablassé Ouedraogo, d'être passé dans cette émission. Bonne suite des programmes.